savez que le cerveau a un détecteur automatique, un détecteur de mensonges, détecteur de tout ça, détecteur de tromperie. Les femmes ont beaucoup ça. C'est pourquoi elle va prendre ton téléphone à 3 h du matin pour essayer de voir le gars. Je suis sûr, il y a un truc, il y a un truc. Dans la gestuelle, je parlerai dans un premier temps de la posture. Ok, d'accord. Donc, je disais que le discours est structuré de la même manière. Ce qui est bien, c'est que vous avez partagé votre histoire, c'était du storytelling et tout de suite, ça connecte avec l'auditoire. Mais pour la plupart des discours, en tout cas, je n'ai pas senti l'introduction, le développement et la conclusion. Surtout que pour certains, j'ai dû vous interrompre parce que vous avez dépassé le temps. Donc ça, c'est un point sur lequel vous allez travailler, la structure du discours, l'introduction, le développement et la conclusion. Deuxième chose, la gestion du temps. Nous vous avons donné un temps de parole de 3 minutes. Certains l'ont respecté, d'autres non. Qui peut me dire pourquoi c'est important de parler dans le temps qui nous est imparti? De ne pas nous donner, en tout cas, une information ou encore l'information capitale de la fin là. Vous n'allez pas nous la dire parce qu'on va nous interrompre. Donc vous devez respecter en tout cas le temps de parole. Il y avait la couleur jaune, c'était pour vous dire que vous devez conclure. Et la couleur rouge, c'est pour vous dire que vous êtes vraiment à la fin. Donc on va travailler sur ça, on aura l'occasion avec les ateliers de travailler sur la gestion du temps qui est capitale. Une chose c'est de parler, de bien parler, mais une autre chose c'est de vraiment parler dans le temps imparti. Troisième chose, le temps. Troisième chose, c'est le regard. Pourquoi est-ce important de bien utiliser son regard lors d'une prise de parole? Pourquoi moi, en vous parlant, je dois vous regarder? Oui. Ça témoigne de la confiance et surtout de l'attention portée. D'accord, quoi d'autre? Pour attirer l'attention de l'auditoire, regarder une connexion. Vous allez vous déplacer pour parler, vous déplacer pour parler. C'est différent de, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais parler de la crypto-monnaie, hier j'avais investi, vous voyez que c'est différent. Aussi, l'utilisation de vos mains. Certains ont bien utilisé les mains, d'autres non. Donc c'est aussi un des éléments qui est très important dans la prise de parole, l'utilisation de ces mains. Et autre chose, il y a eu le sourire, qui est un élément très important, que Yasmine a bien utilisé, que les autres n'ont pas très utilisé. Yasmine, en tout cas, elle nous a fait profiter de son sourire. Donc aussi, j'aimerais vous inviter, en tout cas, surtout que c'est du storytelling, c'est très bien de toujours avoir le sourire. Et je pense que c'est tout. C'est tout pour le moment. Je vais à présent donner la parole à notre master coach. C'est Dieudonné, qui est une source d'inspiration pour beaucoup. C'est pas encore arrivé, s'il vous plaît. Merci beaucoup, elle m'a trop édifié. Vous savez, moi je n'aime pas qu'on m'appelle coach. Coach, c'est trop dire à cet atelier parce que ça n'aurait pas pu avoir lieu sans votre présence. Je pense qu'il y avait une vingtaine de personnes qui étaient inscrites. On voit quand même que malgré le fait que ça soit gratuit, on est quand même un effectif inférieur à l'effectif qu'on attendait. Mais l'essentiel est que chacun, à l'issue de cet atelier, puisse sortir avec quelque chose qui va lui permettre d'améliorer cette compétence vitale qui est la prise de parole en public. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire 90% des problèmes qu'on rencontre
peuvent être résolus grâce à une bonne communication. Grâce à la communication, on peut décrocher l'emploi de ses rêves, la femme de ses rêves, parce que quand vous avez une femme, il faut des compétences en communication. Le client de ses rêves, vous êtes face à un client qui est prêt à débourser une forte somme, mais juste parce que vous avez mal présenté votre produit, qui est pourtant très bien, vous vous retrouvez à perdre un client qui peut être stratégiquement capital pour le développement de votre activité. Donc 90% des choses qu'on recherche dans ce monde, on peut les obtenir grâce à la communication. C'est la raison pour laquelle moi je travaille plus sur ma communication que sur autre chose. Parce que beaucoup de personnes ont des compétences, beaucoup de personnes sont intelligentes, beaucoup de personnes ont des produits, des services, ça ne manque pas. Beaucoup de personnes ont ce qu'il faut pour bien se positionner sur le marché, développer leurs activités, mais il y a une seule chose qui leur fait défaut. Leur capacité à articuler leur vision sur le marché et à convaincre un auditoire. C'est la raison pour laquelle la prise de parole en public est un art qu'il faut maîtriser pour s'émanciper. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez l'envie de... C'est le fait de transmettre un message de la manière la plus efficiente possible, de telle sorte que le public puisse le recevoir. Tout simplement. Il ne s'agit pas de se lever, de prendre la parole devant les gens. Sinon, tout le monde serait orateur. Tout le monde peut parler en famille, devant les frères, devant les amis, devant les potes. Tout le monde peut parler naturellement. Hein? Mais prendre la parole devant un auditoire, faire passer un message et persuader cet auditoire, ça c'est un art. Donc on peut prendre la parole en public sans être orateur. C'est la raison pour laquelle il y a des maîtres de cérémonie qui sont formés, il y a des journalistes qui sont formés, des informateurs qui sont formés, des messagers qui sont formés, parce qu'une chose est de prendre la parole et une chose est de transmettre le message. On peut parler sans transmettre le message. Donc l'art de la prise de parole en public, c'est le fait d'avoir un message et de le transmettre au public de telle sorte que le public puisse recevoir le message du début jusqu'à la fin, de la manière dont on aimerait que le message soit perçu. Parce que je peux dire A, le public pense B. Je peux dire C, le public pense D. Ou entend D. Donc après on dira, ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu l'as dit. C'est pas ce que je voulais dire. Tu l'as dit. Parce que le message n'a pas été transmis de la bonne manière. Donc la prise de parole en public, certes, il faut parler naturellement, mais c'est une compétence que l'on développe. Et quand cette compétence est acquise, que ça devient naturel. Mais sinon, au départ, si vous n'avez pas eu d'expérience dans l'oration, vous n'avez pas eu d'expérience dans la prise de parole, c'est quelque chose sur lequel il faut s'entraîner. Parce que c'est un art. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Alors, dans mon discours tout à l'heure, j'ai retenu quelques points, notamment pour chaque personne que j'ai eu l'occasion d'entendre. Alors, il y a M. Redouane qui a très bien commencé. Le principal couac à ce niveau était principalement la gestuelle. La gestuelle. Normalement, quand vous tenez un discours, vous devez soutenir votre discours par des gestes. Parce que dans la communication, ce que vous dites, ça n'a aucune importance. C'est ce que les gens voient qui est important. Ce que je dis, ça n'a aucune importance. C'est ce que vous voyez qui est important. Donc, quand je parle et que je soutiens mon discours par des gestes, c'est comme si j'illustrais ce que j'étais en train de dire. C'est comme faire diffuser un film et mettre des sous-titres. Ou bien faire diffuser un film en couleur. Donc quand vous parlez sans faire des gestes, vous n'avez pas d'illustration de ce que vous êtes en train de dire. Et donc le public entend, mais en audio. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En audio, c'est-à-dire le discours n'est pas soutenu par une illustration. Tout simplement. C'est la raison pour laquelle il sera important d'appuyer vos discours par des gestes qui vont avec. Maintenant, les gestes, ça s'apprend. Il y a plusieurs formes de gestes, on va le voir tout à l'heure dans le cours que j'ai préparé. Il y a des gestes qui envoient un message dans le subconscient, dans l'inconscient de votre auditoire. Il y a des gestes qui trahissent ce que vous êtes en train de dire. Des gestes qui témoignent de manque de confiance. Des gestes qui vont bousiller la compréhension de votre auditoire. On va en voir quelques-uns tout à l'heure. Au-delà de ça, il y a la voix était plutôt monotone. Certes, c'était du storytelling,
Mais à un moment donné, là, je sais que vous êtes en train d'écouter. Parce que vous vous demandez, c'est quoi la suite? C'est exactement ça. À un moment donné, il faut varier son débit, il faut varier l'intonation de la voix pour accrocher le public. Si la voix est monotone, rapidement, c'est pas. Rapidement, on commence à penser à autre chose. On commence à penser à qu'est-ce qu'il va manger le soir, qu'est-ce qu'il va manger. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais il commence à penser à autre chose. C'est vrai? Donc, quand on ne varie pas la voix, rapidement, le public s'évade. Donc, je pense que c'est un point sur lequel on aura à travailler ensemble avec vous. Alors, du côté de Aliou Cissé, je pense que c'est toi. Aliou Cissé a fait preuve d'un manque de confiance en soi inégalable. C'est-à-dire, dans tout son discours, le discours était pertinent, ce qu'il avait dit était impactant, mais on sentait qu'il n'avait aucune confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il fuyait tout le temps du regard. Il parle à des gens ici, le regard est là, entre le regard est de l'autre côté, entre le regard est là, sur le toit, donc il se baladait, sauf le public. Donc ça témoigne que soit la personne n'est pas convaincue de ce qu'il est en train de dire, soit il est en train d'aborder un sujet qu'il ne maîtrise pas. Bref, ça témoigne d'un manque de confiance en soi. Et quand vous adressez à un public comme ça, n'oubliez pas que quand vous parlez à un public, vous ne faites que transférer ce que vous êtes au public. Si vous êtes confiant, le public sera confiant. Si vous êtes triste, le public sera triste. Si vous manquez de confiance en vous, le public aussi va manquer de confiance en vous. Donc le public va sentir ce manque-là. Si vous êtes joyeux, le public aussi sera joyeux. Si vous êtes concentré, le public sera concentré. Donc, quand vous prenez la parole devant des gens, dites-vous que le public sera votre miroir. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, le public va le sentir, va le ressentir. Donc, si je me mets à faire de la comédie, je commence à rigoler, on va tous rigoler. Si je commence à raconter une histoire triste, tout le monde sera triste ici. C'est vrai? Donc, le public ne fait que refléter ce que vous êtes. Donc, avant de prendre la parole, vous devez d'abord vous demander quel type d'émotion je veux que le public ressent. Convaincu, on est convaincu. Tout simplement. Mais si je ne suis pas convaincu de mon propre produit, qu'est-ce qui va se passer? Le public ne sera pas convaincu parce que inconsciemment, je vais manifester le doute. C'est naturel. Vous savez que le cerveau a un détecteur automatique, un détecteur de mensonges, détecteur de tout ça, détecteur de tromperie. Les femmes ont beaucoup ça. Donc, elle va prendre ton téléphone à 3 h du matin pour essayer de voir le gars, je suis sûr, il y a un truc, il y a un truc. Naturellement, nous avons des détecteurs, naturellement. Sauf que parfois, on n'y prête pas attention. Donc, quand vous prenez la parole, dites-vous que votre public, ils ne sont pas des idiots. Ce sont des intellectuels, ce sont des gens, même s'ils ne sont pas allés à l'école, ils sont dotés de capacités naturelles à détecter vos émotions. Donc, si vous êtes stressé, on va sentir votre stress. Si vous êtes déprimé, on va sentir votre manière d'être déprimé. Si vous êtes joyeux, on va aussi le sentir. Donc, en tant que leader, vous devez savoir comment utiliser ça en votre avantage. Moi, si je veux vous montrer, je vais vous montrer tout de suite. Tout de suite. Dépendant de l'objectif que je vais atteindre avec mon discours. Si mon discours, c'est de créer une certaine révolte, de faire en sorte que les gens prennent des actions, créer une révolution, il faut que j'énerve les gens. Donc, dans mon discours, je dois faire en sorte que les gens soient énervés. C'est l'objectif du discours. Par contre, si je suis à une animation, comme l'African Trading Summit, je veux que les gens soient concentrés, je veux que les gens s'amusent, je vais adopter la même attitude et les gens vont s'amuser, les gens seront concentrés. C'est vrai? Tout simplement. Je n'ai pas besoin que mon discours soit préparé à l'avance forcément. Je sais que le public va ressentir ce que j'incarne. Il suffit que j'incarne l'émotion que je veux transmettre au public. Tout simplement. Qui a suivi? Qui n'a pas suivi? Okay. Donc on peut continuer. Pas forcément un sourire jusqu'aux oreilles. D'accord, mais un léger sourire dans le coin des lèvres. Ça fait que le public ressent cette atmosphère positive qui permet à tout le monde d'être détendu et de vous recevoir de la manière la plus positive possible. Et cela, ça évite quoi? Ça évite les résistances. Surtout dans un contexte politique ou bien dans le contexte d'un débat où deux parties doivent s'affronter. Il faut forcément créer un terrain de jeu égal. Donc ça, c'est des techniques de négociation qu'on voit dans le programme complet, des techniques de persuasion qu'on voit dans le programme complet. On ne pourra pas parler de tout aujourd'hui, mais l'objectif, c'est d'attirer votre attention sur ces différents éléments. Alors, au-delà de ça, il y a Yacine qui a fait un très beau discours, mais la gestuelle était un peu trop monotone. Elle était juste là. Elle parlait très bien, Elle parlait, elle souriait, on l'entendait, et elle a une voix musicale. Mais elle
reste là comme une statuette. Donc elle n'a pas illustré son discours avec des gestes. Il faut forcément illustrer le discours avec des gestes. Alors il y a Diallo, le premier qui est passé. Il employait ce qu'on appelle des onomatopées parasites. Quand quelqu'un parle et dit entre les mots, on appelle ça des onomatopées parasites. Donc ça peut faire classe hein, de parler et dire oui je suis je fais mais en fait quand vous faites ça, vous perturbez la cohérence du discours. Parce que le plus important c'est pas ce que vous dites, c'est ce que le public entend, c'est la manière dont le public le comprend. Donc quand vous incrustrez des mots inutiles dedans, ça bousille, le cerveau de votre auditoire va taper ça, va écrire et tous les là vont apparaître dedans. Ce qui fait que ça bousille la cohérence du discours. Donc c'est quelque chose qu'il faudra éviter dans la prise de parole en public. Quand vous êtes à court d'idées, gardez juste le silence. Je suis en train de parler, je sens que je ne sais plus trop ce qui vient. Je marque une pause. Ça permet d'approcher le public. Ça me permet, moi, de réorganiser intérieurement mon discours pour reprendre son cours. Tout simplement. Mais quand je peux dire ça n'a plus de sens, ok? Alors, au-delà de ça, bien sûr, il a sorti une citation qu'il ne maîtrisait pas. Les citations sont des outils très puissants qu'on utilise pour soutenir son discours parce qu'on utilise l'image de figure de celui qui l'a cité. Lorsque je cite une citation de Joe Maifai, c'est comme si c'était Joe Maifai qui parlait à ma place. Donc quand je sors une citation que je ne maîtrise pas, ça veut dire que je me balade en terrain inconnu. C'est comme si carrément je ne maîtrisais pas tout mon sujet. Donc quand vous décidez d'appuyer votre discours par des citations, vous devez employer des citations que vous maîtrisez. Donc il a sorti une citation, je ne sais plus trop laquelle, après il demandait au public, est-ce que vous connaissez la citation? Les gens ont sorti la réponse. Ok? Donc il faut maîtriser les citations qu'on utilise. En dehors de ça, bien sûr, il y a la structure, la gestion du temps. Alors Diallo Mohamed, je pense de Résolu Capital, il avait au début de son discours employé ce qu'on appelle des gestes parasites. Quand vous parlez, vous devez vous rassurer que le public vous écoute et tourner le pouce là. Quand il a commencé à parler, il était là. Ce qui veut dire que celui qui le regarde dans l'angle, au lieu d'écouter ce qu'il dit, il faut regarder le pouce qui tourne. Le pouce qui est là. Et ça aussi, ça témoigne peut-être d'un stress qu'il est en train de gérer. Tous ces gestes ont une signification. Un stress qu'il est en train de gérer. Ok? Geste parasite, se gratter les oreilles, se gratter la tête, mettre le doigt dans le nez. Je suis en train de parler, j'enfonce le doigt dans le nez. Non, ça dévie l'attention du public. Donc je dois éviter des gestes parasites. Ou bien, si ça vous rappelle quelque chose, hein, ça. Ça vous rappelle quelque chose? Exactement. Tu vois, surtout pour mes discours. J'ai vu ça et dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Un président. On dit, est-ce que tout va bien? J'ai vu des vidéos sur TikTok, les gens lui ont mis un ballon de football. D'accord? Donc, c'est pourquoi on appelle ça des gestes parasites. Vous voyez, au lieu de retenir le discours, les gens ont retenu ça. Il a dit beaucoup de choses le jour-là, mais les gens n'ont rien retenu. C'est juste ça qui intéressait les gens. C'est pourquoi on appelle ça des gestes parasites. Parce que ça dévie l'attention de votre public. Au lieu d'être concentré sur ce que vous êtes en train de dire, les gens sont plutôt concentrés sur ce que vous êtes en train de faire. Gratter, 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 enfoncer le doigt de partout. Quelqu'un a compris? Donc, il y a Diallo qui avait employé des gestes parasites. Et deuxièmement, la tonalité était monotone. Il a utilisé la même tonalité, ce qui fait que rapidement, on s'est évadé de son discours. Donc, quand vous parlez, ne parlez pas juste dans le vide. Assurez-vous que les gens vous écoutent. Dans les regards, vous allez le voir. Dans les postures, vous allez le voir. Vous allez savoir est-ce que les gens sont en train de vous écouter ou pas. Alors, il y a Zéro Bobakar, qui aussi a eu un problème au niveau de la gestuelle et de la gestion du temps. Et la dernière personne, c'est Mamadou Ba, qui avait aussi un geste parasite, caché ses mains. Il avait les mains dans la poche. Tout peinard, le gaillard. Le gaillard, tout peinard. Alors, dans la communication, quand vous cachez les mains, ça veut dire beaucoup de choses. Nous, quand on décrypte le langage corporel, même la façon dont il est assis, je peux savoir à quoi il pense, juste dans sa façon de s'asseoir. Là aussi, je peux savoir, on appelle ça l'appréhension du coude. Je peux savoir exactement
l'état d'esprit dans lequel il est. Quand je parle avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, je sais tout de suite. Je n'ai pas besoin qu'il me le dise. Rien que dans sa posture, je veux savoir qu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Il va acheter, il ne va pas acheter. Il a l'argent, il n'a pas l'argent. Ça, on sait ça dans la gestuelle, directement. Il a confiance en moi, il n'a pas confiance en moi. Ça, on le sait dans la gestuelle, directement. Donc quand quelqu'un parle et il cache ses mains, techniquement, ce à quoi ça renvoie, c'est que la personne est en train de cacher quelque chose. C'est comme si je cachais quelque chose dans ma main. Ce que je ne veux pas que les gens le voient. Ok? Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un qui cache quelque chose, ça peut être une intention, ça peut être une partie de son histoire qu'il n'a pas envie de révéler, quelque chose qui est propre à lui, qui ne veut pas que les gens sachent. J'ai touché un point. Ok? Quand quelqu'un met la main dans la poche, ça veut dire que la personne est en train de cacher quelque chose. N'importe quoi. Une émotion qu'il ressent, qu'il ne veut pas que les gens ressentent. N'importe quoi. J'ai touché un point. Voilà. Ok? Donc quand on parle de la prise de parole en public, il ne s'agit pas de prendre le micro et parler. C'est tout un art qui a plusieurs dimensions. Et lorsque vous le maîtrisez, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Rien que par le pouvoir de votre parole. Ça va vous ouvrir des opportunités, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous aider à décrocher des marchés, ça va vous aider à expandre votre activité. Même lors d'un entretien d'embauche, il y a des opportunités que vous ratez juste par votre façon de vous tenir, par votre façon de parler. Rien que ça. Tout simplement parce que vous transférez le manque de confiance en vous à votre interlocuteur. Qui a compris le point? Alors si vous avez compris, applaudissez très fort pour vous. Non, comment ça se finit? Hein? C'est fini pour le moment que vous avez. Vous avez compris quoi? Devenir. D'accord? Quand je fais ça. Non. Il est là. Ok, j'indique le temps. D'accord? Donc ça veut dire que dans vos gestes, vous envoyez beaucoup de messages. Vous n'avez pas besoin de parler. Rien que dans vos gestes, vous pouvez envoyer beaucoup de messages. Donc ce que vous dites, ça ne fait qu'appuyer vos gestes. Donc avant de commencer à parler de prise de parole en public, travaillez d'abord sur la gestuelle en public, sur la partie non verbale. Sur la partie non verbale. Et la partie non verbale, ça commence premièrement par la connexion que vous avez avec votre auditoire. Pourquoi lors de discours, je vous ai demandé de faire une histoire? Parce que c'est quelque chose qui vous aide à vous connecter à votre public. Si je vais par exemple dans un village du Sénégal où les gens ne parlent que Wolof, je viens avec ma veste, cravate et tout, je commence à narrer mon histoire en français, je vais jeter de l'eau sur le dos d'un canard, ça ne me mouille pas. Les gens comprennent que là, parce que je ne suis pas connecté avec mon public. Je ne parle pas dans leur langue, je ne comprends pas leurs coutumes, je ne comprends pas leur culture, leur façon d'être, leur façon de faire. Donc je peux venir de n'importe quel sommet, je viens là, les gens me voient juste comme quelqu'un qui parle, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Donc, le message que je vais transmettre dépend d'abord de la manière dont je suis connecté à mon public. Donc, quand on commence un discours, le premier objectif, c'est de se connecter au public. De s'assurer que le public et vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour ceux qui ont participé à l'African Training Summit, vous allez remarquer, souvent je commence mes présentations comme ça, fuego, 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 fuego. C'est une manière de me connecter au public. Souvent, je raconte une petite histoire. La dernière fois, c'était l'histoire des deux boutiques. L'énergie, l'argent. Juste ça. Quelque chose par lequel vous introduisez pour que le public s'accroche à vous. Pour que le public se sente avec vous. Ça peut être dans votre tenue. C'est pourquoi j'ai mis en premier point dress code. Si par exemple, je suis à un événement traditionnel où tout le monde est habillé en boubou, si je veux me connecter au public, il faut que je sois aussi en boubou. Si je suis à un environnement professionnel et que tout le monde est en costume, pour m'aligner au public, je dois aussi être en costume. Si les gens viennent en costume, je viens en t-shirt, il y a un contraste. Si les gens viennent en tenue traditionnelle et je viens avec ma veste, il y a un contraste. C'est pourquoi les politiciens, dépendant de là où ils vont, ils ont des tenues vestimentaires bien précises. Rien n'est laissé au hasard. La couleur de leur cravate, la couleur de leur veste, le type de tenue qu'ils vont porter, tout cela, ça a un langage. Rien que sur les photos, on voit Diomaye qui va en France en tenue sénégalaise, ça veut dire beaucoup de choses. Dès qu'il a changé, il a porté veste bleue, cravate rouge, chemise blanche, arrondi rouge, bleu, blanc. Donc, maintenant il est avec les Français. Ça fait un tollé, alors que le gars n'a encore rien dit. Pourquoi? Parce que rien que dans la tenue, on peut
interpréter énormément de choses. Donc pour se connecter à l'auditoire, c'est bon, c'est connecté? Pour se connecter à l'auditoire, il faut soit une histoire, ça peut être votre propre histoire, une histoire de quelque chose. En tout cas, l'essentiel est que vous soyez connecté avec votre auditoire. La deuxième des choses, le dress code. Assurez-vous d'être dans une tenue qui est conforme à l'environnement. Si c'est une soirée, une fête, où tout le monde doit être en t-shirt, sandales, tapette, n'importe quoi, et que vous devez parler devant des gens, restez dans le monde. Dans le monde, tout simplement. D'accord? Donc, votre tenue vestimentaire envoie énormément de messages. Et vous devez vous assurer que cette tenue passe l'axe vertical. C'est-à-dire, leur posture n'est pas droite. C'est des gens qui vont parler et qui vont être penchés d'un côté, ou bien ils vont être, s'il y a un petit hip-hop, ils vont parler, ils vont être là. Quand je suis comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut dire? La fatigue. C'est-à-dire que je commence à subir, je commence à parler, je suis là. Si je suis ici, qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que vous comprenez dans ce geste? La flemme. Flemme, quoi d'autre? Pas motivé, ok. Et quand je fais ça, mais regardez, je fais ça. Les doigts devant, qu'est-ce que ça veut dire? Non, on appelle ça déployer ses ailes. J'affirme une certaine autorité. Même quand je m'assois dans un fauteuil, comme M. Redouane, et j'accroche le fauteuil d'à côté ou bien je tends mes bras. Je suis assis, les bras croisés, je tends les bras comme ça. Souvent les directeurs emploient ce geste. On appelle ça déployer ses ailes, comme un aigle. C'est une façon d'affirmer son autorité. C'est une façon de dire je suis supérieur à toi. Tout simplement. Rien que dans le geste, on le sait. Donc la gestuelle, ça va compter dans les 90% du discours. Le gars n'a même pas encore parlé, rien que dans ses gestes, sa façon de se tenir, sa façon de s'asseoir, il envoie déjà énormément de messages à son interlocuteur. Donc avant même qu'il ne prenne la parole, il t'a déjà influencé. Avant même qu'il ne dise son premier mot, il t'a déjà influencé. Et s'il joue bien avec les mots, tu vas sauf que dire oui. Pour les gens qui aiment draguer, là. Parce que parfois c'est dans les gestes. Quand tu te tiens devant elle et tu manifestes un certain manque de confiance en toi, elle dit celui-là il ne peut pas me protéger. Dans son esprit, c'est ça. Celui-là il ne peut pas me protéger, celui-là il est trop faible, celui-là il n'a pas d'avenir. Rien que dans tes gestes. Alors qu'il suffit de changer un peu, même si tu n'as que dalle, elle dit oui. Bon, je vais y réfléchir après le soir, elle te dit pourquoi tu ne m'as pas écrit? Comment ça, pourquoi tu ne m'as pas écrit? C'est bon? Est-ce que vous comprenez le point? Donc, la posture. Et ces significations, c'est des messages que j'envoie dans l'esprit de mon éditoire pour soutenir ce que je suis en train de dire. Troisièmement, ou du moins cinquièmement, la tonalité de votre voix. Donc, quand on parle de tonalité, c'est le ton sur lequel vous êtes en train de parler. Est-ce que vous parlez sur un ton amical, un ton plutôt triste, un ton plutôt, c'est pas plutôt doux, plutôt agressif, ok? Dépendant du message que vous voulez porter, le ton de votre voix doit aller en accord. Si je raconte une histoire triste et que je crie, la tristesse va perdre son goût. Par contre, si j'emploie une voix plutôt douce, plutôt calme, plutôt lente, le message va beaucoup plus céder. Donc ça veut dire que la tonalité de la voix doit aller en accord avec l'émotion que je veux créer. Si je veux faire passer à l'action, si je veux motiver, la tonalité de la voix doit aller en accord avec la motivation. Et tout ça, c'est des choses qu'on travaille. C'est des entraînements qu'on fait, c'est des exercices qu'on fait pour que ça devienne des automatismes. Alors, bien sûr, au-delà de ça, il y a le débit. Ah, qui d'autre? Quand c'est plus dans sa captive. Quand c'est plus dans sa captive. Et quand c'est plus rapide. Dans ce père. Rapidement. Parce qu'on n'arrive pas à cibler l'information. C'est ce qu'on appelle le débit de la voix. Donc quelqu'un qui prend le micro, qui commence à rapper dans le micro, il va dire tout ce qu'il veut. Mais les gens ne le saisiront pas. Les gens vont entendre peut-être 30% de ce qu'il a dit. Mais par contre, quand vous prenez votre temps, vous appuyez correctement les mots, vous marquez des pauses, vous assurez un débit qui est digeste pour le cerveau de votre auditoire. On est ensemble? Donc, comment varier le débit? Et aussi, le débit, ça va compter dans le type d'émotion que je veux créer. Dépendant du type d'émotion, je peux décider d'accélérer ou de ralentir. Dépendant du type d'émotion que je veux créer chez mon auditoire. Donc, tout cela, c'est des choses qu'on voit de manière plus pratique. L'articulation. Je ne vais pas dire papa et les gens vont entendre baba. Il faut que chaque mot que je prononce
soit reçu de la manière dont je l'ai prononcé. C'est ce qu'on appelle l'articulation. Le fait de prononcer chaque mot correctement. De telle sorte que les gens entendent ce que je suis en train de dire. L'intonation et surtout l'imagination. L'imagination, c'est le fait de faire voyager notre auditoire. Parce que les gens ne retiennent pas ce que vous dites. Ils retiennent ce qu'ils pensent de ce que vous dites. C'est pas ce que vous dites qui compte. N'allez nulle part croire que ce que vous dites c'est important. Depuis que je suis en train de parler, pas une seule seconde je crois que ce que je suis en train de vous dire est important. Ça n'a aucune importance. Aucune. Dico va rentrer avec son message à lui. Diallo va rentrer avec son message à lui. Diallo va rentrer avec son message à lui. Diallo va rentrer avec son message à lui. D'accord? Avina va rentrer avec son message à elle. Yasmine va rentrer avec son message à elle. Donc, même message, mais réception différente. Donc, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Nous voyons les choses telles que nous sommes. Telles que nous pensons les choses. Ok? Alors, si par exemple, un homme, je donne un exemple terre à terre. Considérez un homme qui est en période de dispute fâcheuse avec sa femme. Et cet homme pense que sa femme est en train de le tromper. Et un jour, il rentre à la maison après une dure journée de travail. Et le voisin lui dit que depuis l'après-midi, il y a un homme qui est en haut avec ta femme. Il a dit, tiens. Alors, comment est-ce que, à la place de cet homme, comment est-ce que vous réagissez? Comment? Hein? Nerveux. Il va entrer, donne un coup de pied à la porte, il dit, c'est qui? D'accord? Parce que c'est un message qui confirme ce qu'il pense. Alors, considérez dans un deuxième cas, un homme qui a une très belle image de sa femme. Les deux s'entendent très bien. Ils n'ont jamais eu de problème. Même s'il y a un problème, le soleil ne se couche pas sur le problème. C'est réglé, la vie fait. Les deux s'aiment tellement, ils s'apprécient tellement que un jour, l'homme rentre de la maison, enfin du travail, il rentre à la maison après une dure journée de travail. Et le voisin d'à côté lui dit, j'ai vu ta femme avec le homme en haut. Comment est-ce que, à sa place, vous allez recevoir le message? Vous allez vous énerver? Comment vous allez réagir? Je souris. Tu souris? Merci. Ça peut être n'importe qui, exactement. Ça peut être un cousin, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être n'importe qui. Alors, c'est le même scénario, mais comment se fait-il que dans le premier cas, il s'est énervé? Parce qu'il avait déjà des arrière-pensées. Ce n'est pas le scénario qui est en train d'avoir lieu qui est important. Ce n'est pas ce qui est en train de se produire qui est important. C'est ce qu'il est en train de penser de ce qui est en train de se produire. Donc les gens ne croient pas à ce que vous dites. Ils ne croient pas à ce qui est en train d'être fait. Ils ne croient pas à ce qu'ils sont en train de voir. Ils croient d'abord à ce qu'ils pensent. Donc, lorsqu'on fait un discours et qu'on appuie ce discours par des illustrations, on affecte la pensée de l'auditoire pour l'orienter dans un sens où le discours sera perçu de la bonne manière. C'est la raison pour laquelle en racontant des histoires pour appuyer un discours, l'objectif est très simple, c'est d'affecter la perception du discours de l'auditoire. Peu importe ce que vous allez dire, les gens le recevront toujours avec un filtre. Le filtre de leur pensée, le filtre de ce qu'ils pensent de ce que vous êtes en train de dire, le filtre de leurs préjugés. Donc, il faut d'abord affecter ce filtre, soit l'élargir, le rétrécir, l'adapter, avant de s'assurer que le message que vous êtes en train de porter passe. Qui a compris? Donc, tout cela, c'est des techniques, des exercices qu'on fait de manière pratique. Donc, je vous donne encore un exemple. Ça, c'est mon propre cas. Et c'est pour vous montrer en quoi c'est important de maîtriser tout ceci. Un jour, je devais faire une transaction importante à la banque. Sauf que le temps de revenir de mes activités, la banque UBA de Mermoz, je pensais qu'elle fermait à 17h. Donc je me suis pointé à 16h10. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit que c'est à 16h que ça ferme. Et le vigile me dit que c'est pas possible de rentrer, alors que la transaction, je devais faire ça ce soir-là. Donc il fallait trouver une manière d'entrer, sans forcer les portes bien sûr. Donc de convaincre le vigile, d'autant plus que le personnel est toujours là et que ça ne fait que 10 minutes qu'ils ont fermé, que je puisse entrer et m'ajouter à la liste des clients qui étaient déjà à l'intérieur. Parce qu'ils ferment juste la porte pour empêcher de nouveaux clients d'entrer, mais les clients sont toujours à l'intérieur.
Alors le vigile me dit, non, c'est pas possible que vous entrez, il est 16h10, les gens ferment depuis. Et je lui ai dit, d'accord, je comprends. Imaginez que vous avez un parent à l'hôpital qui doit se faire soigner urgemment, on a besoin d'argent pour acheter ses médicaments. Est-ce qu'à cause de 10 minutes de retard, vous pourrez potentiellement perdre ce parent? Voyez ce que vous pouvez faire. Il m'a regardé, me dit, bon, venez. J'ai brisé la porte. Est-ce que moi j'ai dit que j'ai un parent malade à l'hôpital? J'ai jamais dit que j'ai un parent malade à l'hôpital. J'ai juste dit, imaginez. Je n'ai jamais dit que j'ai un parent malade à l'hôpital. Jamais. J'ai juste dit, imaginez. Tout simplement pour changer sa perception d'un client retardataire. Parce que le client retardataire, ça peut être un veuf, ça peut être un orphelin, ça peut être quelqu'un qui a passé une mauvaise journée, ça peut être n'importe qui est dans n'importe quelle situation. Donc juste pour changer la perception de qui j'étais, le client retardataire, je lui ai juste dit, imaginez. C'est sorti tout seul, parce que je m'étais entraîné à ça. Imaginez. Et ce jour-là, j'ai pu faire ma transaction. Quand je suis sorti, il m'a dit, il n'y a rien pour les grands. J'ai dit, je vous reviens. Je suis parti. Je suis D'accord? Donc, rien que cette compétence, ça m'a aidé à débloquer cette situation. Et ce jour-là, si effectivement j'avais un parent à l'hôpital, au lieu de me fâcher avec le vigile, au lieu de dire poussez la porte, non. J'ai juste employé la bonne méthode, j'ai juste affecté mon auditoire de la bonne manière et j'ai pu obtenir ce que je voulais. Tout simplement. Donc quand on parle de l'art oratoire, de la prise de parole en public, comme je le disais depuis le début, il ne s'agit pas de prendre le micro et de parler. Il s'agit d'abord de comprendre la psychologie humaine et de s'adapter par rapport à cette psychologie de telle sorte qu'on puisse faire passer son message de la bonne manière et que ce message soit reçu de la bonne manière. Qui a compris? Si vous avez compris, applaudissez très fort. Maintenant, après, les gens iront à la banque. Tonalité et intonation. Oui, c'est différent. La tonalité, c'est l'intonation, ça plus rapport à l'audibilité. Quand vous parlez que vous n'êtes pas audible, c'est le premier signe de manque de confiance en soi. C'est pourquoi les meilleurs vendeurs, les meilleurs orateurs, ils ont une voix qui est audible. Le gars peut parler dans la troisième chambre là-bas, tu l'entends ici. Quelqu'un a un parent comme ça. Quelqu'un a un parent comme ça. Le gars il est dans l'autre appartement, il parle, tu l'entends ici. Généralement c'est les commerçants, hein. Vous allez voir les commerçants, ils parlent fort. Donc c'est ça l'intonation de la voix, c'est-à-dire il faut que quand vous parlez, le fond de la salle vous entende. Donc c'est le fait de porter sa voix loin, de telle sorte que ça soit audible. D'accord? Donc tout cela, on y travaille des exercices qu'on fait à la plage, ceux qu'on accompagne dans nos différents programmes, des exercices qu'on fait à la plage et tout pour travailler la projection vocale. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était en quelque sorte pour vous donner un aperçu. Donc de manière pratique, dans ce programme, l'objectif est très simple. Vous communiquez tout ce qu'on vous enseigne de manière pratique, vous aidez à faire une immersion, d'accord, pour pouvoir apprendre des techniques, non seulement la psychologie humaine, mais les techniques de prise de parole qui vous aideront à faire porter vos messages de la manière la plus efficace possible. À qui est-ce que c'est destiné? Si vous êtes étudiant ou un professionnel, si vous êtes un entrepreneur ou porteur de projet, ça va vous aider à décrocher des marchés. Si vous êtes un leader, manager ou cas, notamment si vous gérez une équipe, okay, la manière dont vous communiquez au sein de l'équipe est très importante. Si éventuellement vous communiquez mal la vision de votre entreprise à votre équipe, l'équipe ne fera pas ce qu'il faut et votre entreprise ne se développe pas, tout simplement. Donc, les formateurs, les coachs, créateurs de contenu, quand vous faites des vidéos et tout, est-ce que vous faites passer votre message comme cela se doit? Les aspirants animateurs, les maîtres de cérémonie, okay, et toute personne qui souhaite s'exprimer avec plus d'impact, d'accord, et de confiance. Alors, donc, votre voix est votre capital, apprenez à l'utiliser. Donc, tout à l'heure, je parlais de... Ça, c'était juste l'aperçu. Donc, tout à l'heure, je parlais de la gestuelle. D'accord? Donc, on ira rapidement dans un instant. Je vais voir le dossier de formation. Voilà. 6 cours théoriques et tout le reste, c'est la pratique. Et vous avez un document qu'on appelle chez nous le répertoire gestuel. C'est un document dans lequel on répertorie le langage corporel. En fait, les langages corporels les plus importants. Lorsque vous êtes soit face à quelqu'un, soit quand vous êtes en train de vous exprimer. Donc, on va essayer d'en voir quelques-uns, donc on a aperçu. Le bras croisé. Il y a plusieurs manières de croiser les bras.
Donc croisez les bras en cachant les doigts en bas. On peut croiser les bras comme ça, avec les doigts visibles. On peut croiser les bras comme ça. On peut croiser les bras avec les doigts qui sont cachés. Qu'est-ce que ça signifie? Okay? En cachant les doigts du bras prépondérant et en révélant ceux de l'autre bras. Ça signifie un stress, l'analyse ou défense de territoire. Donc quand vous parlez à quelqu'un que la personne croise automatiquement le bras, et surtout avec la main non dominante qui est visible, c'est juste que la personne est en train de dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Automatiquement, dès que vous émettez une idée où la personne n'est pas d'accord, il fait ça. Ou bien quand quelqu'un est fâché contre vous, il fait ça. Parce qu'il protège son territoire. Là. Automatiquement. Donc quand vous savez décrypter ça, non seulement ça vous évite d'employer ce geste-là, ok? Et aussi quand quelqu'un l'emploie contre vous, ou bien entre le pouce et son index droit. On appelle ça tenir la barbichette. Alors le sujet considère la situation comme un défi, avec un ardent désir de le relever. C'est quelque chose qu'il veut essayer de comprendre. Il veut comprendre ça un peu plus en profondeur. Ça te dit quelque chose? C'est exactement ça. Rien que dans votre façon de vous tenir, je veux savoir exactement ce que chacun pense. Ok? Donc ça aussi, ça fait partie de tout ce qu'on enseigne au cours du programme de formation. Quand vous tenez un pupitre, il y a plusieurs manières de tenir un pupitre. Quand vous êtes en train de faire un discours, quand vous tenez le pupitre là, ça n'a pas la même signification que quand vous vous inclinez sur le pupitre. Ou bien quand je suis là, sur le pupitre. Dépendant du message que je fais porter. Vous voyez que les deux n'ont pas le même impact. Mais quand je suis comme Yasmine, je suis là, dans mon petit coin. Ça aussi, ça a un langage. Donc tout cela, c'est ce qu'on vous enseigne au cours du programme. Donc au-delà de ça, la manière de se tenir, quelqu'un vous écoute et pose son avant-bras entre vous et la table. Qu'est-ce que ça signifie? Poser son bras droit sur la table. Le bras gauche en retrait, on appelle ça cacher ses papiers. Cacher ses papiers. Le sujet est plus disposé à écouter qu'à révéler ses secrets. Vas-y, je t'écoute. Ok? Vas-y, je t'écoute. Vous avez des questions, les réponses seront stériles. C'est généralement quelqu'un qui veut cacher des informations. Ok? Il veut cacher des informations. Quand vous allez lui poser des questions, il va juste vous répondre vaguement. Parce que là, il est en train de regrouper ses papiers. C'est un geste inconscient qu'on fait naturellement. D'accord? Donc, dans le répertoire des gestuels, vous avez, comme actuellement c'est la période de fin d'année, eh bien, au lieu de 290 000, comme vous l'avez vu sur le site, jusqu'au 31 décembre, on ouvre ce programme à 180 000 avant le lancement officiel en janvier 2026. Le lancement officiel, bien sûr, il y a des choses qu'on rajoute encore pour tonifier le programme. Donc en janvier 2026, ça va vraiment démarrer. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous partager comme notion. Et bien, si vous avez des questions, je suis preneur. Avant que vous ne veniez corriger vos tirs. Je vous remercie. Merci, Michel. En fait, la question de cette formation-là, oui. C'est pour pouvoir. Avina va faire circuler une liste. Pour ceux qui veulent faire la formation, vous allez laisser vos contacts. Et comme ça, on pourra discuter sur les différentes modalités du paiement. Avant, c'est quelque chose que je n'acceptais pas. Mais je constate que l'environnement n'est pas toujours le même. Parce que moi, je travaille beaucoup avec ceux qui sont au niveau de la diaspora. Bonjour tout le monde. Bonjour. Issu d'une famille modeste, Paul, à Pékin depuis les années 80, grandi dans la banlieue dakaroise et fréquenté l'école coranique pendant les grandes vacances, les fériés et les journées de l'emploi du temps de l'école française. Après une longue dilemme de choix de série, j'ai fini par embrasser la prière technico-commercial à Réseau Télécom, marié sans enfant, posé, calme et smart. Je suis passionné de la musique et un peu de musculation. Quand je regarde les ondes des vagues et que j'entends s'affaisser ces dernières au large de la plage, comme une mélodie de pop me donne une nouvelle source d'inspiration.
Et quand je me rappelle au daron se poser sur le tabouret, étalant son calque à plan, répondant à mon frère qui lui demandait l'argent pour renouveler son cahier d'exercice, lui disant « Si je ne serai plus là, vous allez être fatigué. » Lui dit-il, « Dans la vie, il faut être débrouillard. » Ce souvenir amplifie ma motivation de réussite socio-professionnelle. En effet, l'ambition d'être libre financièrement et de me déplacer dans les quatre coins du monde, c'est adopter le trading en tant qu'activité parallèle, génératrice de revenus, où je compte faire mes premières belles sommes mensuelles dès le mois de janvier 2026. Je vous remercie. Monsieur, bonsoir. Je commencerai par cet adage gravé dans le socle même du droit. Nemo, senzetur, ignorare legum. Nul n'est censé ignorer la loi. Moi je dirais, nul n'est censé ignorer la prise de parole en public. Très chère communauté, je me sens honoré et reconnaissant de pouvoir m'adresser à vous ce soir en cette occasion spéciale. Étant donné la grandeur de la tâche, je vous prie de pouvoir. Je sollicite donc toute votre attention pendant que je me fais l'honneur de pouvoir m'adresser à vous. Je m'appelle Babacar Diallo. Je suis étudiant en 3e année de licence en carrière judiciaire. Je suis passionné du droit depuis le collège. Étant donné l'avancée de la technologie du monde entier, j'ai découvert sur les réseaux sociaux le trading, crypto-monnaie, blockchain, tout ce qui tourne autour de l'entreprise, sur tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, etc. Par ailleurs, ce qui me motive d'être là, c'est ce grand entrepreneur, M. Dieudonné, que je salue. C'est un monsieur qui m'inspire vraiment, qui honnête et sincère de le dire face à face. Pour cette année 2026, je veux vraiment, primo, obtenir mon diplôme de licence en carrière judiciaire, second. Je m'appelle Mohamed Kidi Diallo. Je suis de nationalité guinéenne et fier. Je suis ambassadeur de mon pays partout où je suis, où je serai. À 15 ans, juste après avoir obtenu mon bac, j'ai eu la chance d'intégrer Google en tant qu'ingénieur en informatique. Après avoir passé 6 mois au sein de la plus grande et prestigieuse entreprise de technologie aux États-Unis, j'ai rejoint la France où j'ai été engagé par une entreprise également qui évolue dans le secteur des nouvelles technologies avant de débarquer à Dakar à mes 16 ans. Le coup de cœur. J'ai eu à travailler dans des institutions beaucoup plus grandes, comme la Direction générale des impôts et domaines, et aussi le Trésor public, bien avant de changer de parcours d'ingénieur en études et développement en financier. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Ce fut un plaisir. Merci briller de mille feux, chapeau à vous. Merci également aux participants, car sans vous, la cérémonie n'aurait pas lieu. Sans plus tarder, l'histoire que je vais vous raconter est en rapport avec l'emploi. En effet, en 2023, quand j'étais en stage, avant même la fin du stage, le patron voulait m'employer.
J'ai dit oui. Mais à mon grande surprise, lorsque j'ai vu le contrat, intérieurement j'ai pleuré. J'ai dit au boss que je vais réfléchir. À la fin du stage, il ne m'a plus jamais revu. Car si j'avais accepté ce travail à l'instant T, jusqu'à même à l'instant T égale 100 ans, je n'aurais même pas réalisé 1% de mon objectif financier. À partir de ce moment, j'ai commencé à réfléchir sur ma personne. Fin de l'histoire. Je me nomme Djibi Diallo, technicien supérieur en énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. Je fais tout ce qui est installation de systèmes solaires, pompage solaire et de l'audit énergétique. Je suis passionné par les énergies vertes, les bioénergies et les dérivés. Également passionné de l'agriculture, de l'élevage. J'ai eu même à me former dans ces secteurs. Je suis également Cher auditoire, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous pour partager une partie de l'enfance. Ma relation avec la médecine a commencé depuis toute petite. Je me souviens qu'habituellement, ma famille et moi avions pour coutume d'aller dans un dispensaire. Et dans ce dispensaire-là, il y avait un jeune médecin, une dame, très belle, très élégante. Professionnel. Je me souviens d'un moment simple mais marquant. J'avais une idée dans ma tête, un projet, mais je n'osais pas parler. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Si je ne parle pas pour moi, personne, j'ai dit personne ne le fera à ma place. Aujourd'hui, mon secteur d'activité se tourne autour de création de contenu, des vidéos sur YouTube, notamment des chaînes sans visage avec l'automatisation en utilisant l'intelligence artificielle. Universel, un moyen puissant de la communication et de la transmission. En parallèle, je me suis aussi lancé dans l'e-commerce et le marketing digital. J'y ai appris l'importance de la stratégie, de la communication et de la valeur apportée aux clients. Le digital m'a permis de transformer des idées en projets concrets et de toucher un public plus large sans limite géographique. Les problèmes, surtout les grands problèmes, ne détruisent pas l'homme, mais ils le construisent. Alors ensuite, j'ai changé ma façon de voir les choses et j'ai réussi à relancer ma société en prenant le risque, en hypothéquant tout ce que j'ai, ma maison. Aujourd'hui, Dieu merci, la société a repris. Je suis au Sénégal pour lancer une nouvelle société et en même temps pour m'épanouir et partager mon histoire avec tout le monde. Si mon histoire a une leçon, c'est que tant qu'on est vivant, rien n'est fini. Merci beaucoup. Au Sénégal, on ne nous a pas appris cela. On met tout dans un même endroit. Alors c'est là que je me suis dit que pourquoi pas moi, en fait, je travaille là sur moi. Et je me suis dit qu'il faut être pour avoir. Ce que j'ai besoin de macro, il est déjà sur moi. Il faut que je travaille là sur moi. Et je me suis tellement coincé en travaillant sur moi. Alors je suis tellement satisfait sur moi. Parce qu'en 2024, en 2025, j'ai pu faire mon premier million en travaillant là pour mon travail d'autres domaines. Alors, mes objectifs, c'est de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai vu que, voilà, alors, laisse-moi parler. Sur des outils concrets qui permettent aux gens de progresser. Vous avez vu sur un petit atelier gratuit qu'on a fait, un petit truc qu'on a partagé. On a senti tout de suite le contraste entre votre premier discours. Surtout lui m'a impressionné parce qu'il regardait les abeilles partout. Dans le centre du discours. Mais
là, il me tient un discours, on n'a même pas senti qu'il avait un handicap au niveau du langage. On ne l'a même pas senti. Donc, c'est pour vous dire que grâce à vos paroles, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Que ce soit le meilleur prix pour le café, le meilleur prix pour le taxi, la plus belle femme du monde, le plus beau boulot du monde, les clients les plus rémunérateurs, les meilleurs clients, les meilleurs partenaires, vous pouvez tout décrocher grâce à votre parole. Donc c'est une compétence vitale si vous souhaitez réussir dans ce domaine. Continuez à y travailler. Pour ceux qui vont nous rejoindre de l'autre côté dans le programme complet, nous allons vraiment bosser avec vous pour faire de vous les meilleurs orateurs de ce pays. En attendant, je pense que nous sommes arrivés à terme de cet atelier. Nous allons encore organiser beaucoup d'autres ateliers, donc n'hésitez pas à nous suivre dans nos différents canaux et sur nos différentes pages. Et on se donne rendez-vous à la prochaine séance.